Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12e colloque Amiante de Bordeaux, donc rendez-vous annuel organisé par le pôle régional à Nantes, organisé par la CARSAT Aquitaine et la Directe Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la CARSAT Centre-Ouest et l'OPP-BTP. Donc vous êtes près d'une centaine connectés ou en train de vous connecter. Merci à vous pour votre présence et votre participation active. Donc, en raison de la crise sanitaire, ce colloque a été transformé en une série de 3 webinaires. Nous avons animé un premier webinaire en novembre, en janvier et puis en février. Alors, avant de commencer, voici un peu quelques petites règles de fonctionnement. Donc, vous avez à votre disposition un chat qui vous permet d'échanger ou de poser des questions. Ce chat est modéré par Grégory, notre modérateur, qui pourra répondre à un certain nombre de questions ou mettre en évidence des questions particulières. Si nous n'arrivons pas à répondre à toutes vos questions, nous y répondrons plus tard en faisant un question-réponse que nous enverrons à tous les participants. Vous avez également un volet documents où vous pouvez télécharger les présentations. Toutes les présentations sont dès à présent téléchargeables depuis cet onglet. Vous avez également un onglet sondage avec des questions que nous allons lancer progressivement pendant la présentation. Donc là, je vais d'ailleurs tout de suite lancer le premier sondage sur vous-même pour vous poser la question de qui vous êtes, si vous êtes un maître d'ouvrage, une entreprise, un laboratoire, un diagnostiqueur ou un opérateur. Donc n'hésitez pas du coup à y accéder pour répondre à ces sondages. Donc comme indiqué, nous avons transformé cet événement en une série de 3 webconférences. Le 24 novembre, nous vous avons évoqué les actualités réglementaires et les actualités de la formation, notamment de la formation sous section 4. Le replay est disponible sur Webikeo et également sur la chaîne YouTube de la CARSAT Aquitaine. En janvier, nous sommes allés dans les bases de données qui permettent l'évaluation initiale du risque amiante. Nous avons notamment parlé de la base Scolamiante et de la campagne Carto. De la même manière, le replay de cette séance est disponible sur notre chaîne YouTube ou sur Webikeo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'outils à disposition des entreprises et des donneurs d'ordre. Nous allons commencer par les maîtres d'ouvrage, avec notamment la présentation d'un guide pour permettre une meilleure cotation des offres de désamiantage. Donc cette partie sera présentée par Bernard Cassagne, ingénieur à la CARSAT Centre-Ouest, et Maud Malek, ingénieur prévention à la Directe Nouvelle-Aquitaine. Nous irons ensuite chez les charpentiers couvreurs, où nous envisagerons le risque amiante, une sensibilisation au risque amiante pour ce métier. Nous irons ensuite à 11h dans les dernières techniques qui sont actuellement présentées et soumises à la Cévalia. Et nous vous présenterons ensuite la subvention prévention à destination des TPE du réseau CARSAT CRAMIF, présentée par Marc Charrois, donc expert amiante à la CRAMIF. Donc je vais du coup laisser la parole à Maud Malek, qui va se présenter. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir lancer votre présentation. Merci Cécile. Oui, voilà. Bonjour à tous, je me présente, donc Maud Malek, ingénieure de prévention à la Directe Nouvelle-Aquitaine sur le site de Limoges. Donc je vais vous présenter ce guide qu'on a réalisé ensemble avec CARSAT Direct sur un guide pour essayer d'aider les maîtres d'ouvrage à réaliser des meilleurs dossiers de consultation pour essayer de choisir la meilleure, en tout cas une des meilleures entreprises de désamiantage pour leurs travaux. Donc le contexte, en fait, c'est qu'on a eu des retours de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre expliquant leurs difficultés à choisir une entreprise de désamiantage suite à la consultation. On a pu constater sur différents dossiers de consultation qu'il y a beaucoup de CCTP, donc cahiers des clauses techniques particulières, décrivant pas les exigences du donneur d'ordre, qui sont un peu trop abstraits, avec parfois un copier-coller de la réglementation et des fois des textes erronés qui ne sont plus à jour. Donc, c'est un premier constat. Ensuite, on a vu également des problèmes de prix très divergents entre les entreprises.
donc avec une difficulté pour les maîtres d'ouvrage de choisir entre une entreprise qui a 10 000 euros et puis une à 50 000 euros. Et enfin, des maîtres d'ouvrage un peu démunis, donc au global, et qui choisissent des entreprises un peu sans trop savoir s'ils font bien, parce que ils ne connaissent pas non plus, on va dire, le métier de désamianteur. Donc voilà, ils ont du mal à pouvoir faire la part des choses entre telle et telle entreprise. Donc en fait, en 2017, on a réalisé une première version d'un guide intitulé Établissement d'un dossier de consultation des entreprises de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante lors du premier colloque, lors d'un des colloques amiante que nous avons fait à Bordeaux. Et il y a eu une première remarque de certains maîtres d'ouvrage qui nous disaient que voilà, dans ce guide, il n'y avait pas de notation des critères d'évaluation des offres. Et c'est vrai que pour eux, ça pêchait sur, notamment sur les critères et la notation, comment noter ces critères techniques. Donc en 2018-2019, on a réfléchi sur cette notation et on a mis à jour ce guide avec la création d'une annexe pour la notation de la valeur technique du dossier de consultation. Il faut savoir que voilà, ce guide est vraiment vivant. Voilà, il est pas figé. On va certainement le mettre à jour encore prochainement avec à la suite de retours d'expérience de maîtres d'ouvrage. Donc voilà, il faut prendre ce dossier vraiment comme quelque chose de vivant. Et si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Donc, je vais juste rapidement rappeler ce qu'on a dans le guide. Et ensuite, Bernard Cassagne ira plus profondément dans la nouvelle annexe sur la notation des critères techniques. Donc, l'objectif du guide, c'est vraiment d'aider les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre à améliorer leur dossier de consultation des entreprises en y mettant toutes les informations utiles, en n'y mettant que les informations utiles, pour leur permettre de mieux évaluer leurs offres, les offres des entreprises. Donc, il y a une petite partie introduction pour donner le champ d'application. Donc, on est sur la sous-section 3, donc des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante. On est focalisé sur le dossier de consultation des entreprises et on a fait un petit rappel des obligations du maître d'ouvrage, notamment sur le repérage avant travaux, sur le fait de choisir une entreprise certifiée pour les travaux de retrait, le suivi des déchets, le rapport de fin de travaux, voilà. Donc, ça a été une petite introduction. Ensuite, on passe sur les pièces du dossier. Où, donc, tout d'abord, le règlement de consultation, où on retrouve en fait l'objet de la consultation, où là, les maîtres d'ouvrage devront décrire les travaux, la nature des matériaux à retirer et aussi les principales contraintes liées à l'environnement du chantier. Donc, que ce soit le site occupé, qu'il y ait de la coactivité, les délais, etc. Et ce qui est important d'avoir aussi dans le contenu du dossier de consultation, c'est tout ce qui est par rapport au repérage, donc le diagnostic avant travaux, mais aussi le diagnostic technique amiante. Voilà, tous les documents qui permettent de repérer exhaustivement les matériaux amiantés sur le périmètre des travaux. Ensuite, donc, le règlement de consultation explique également la présentation des offres, où en fait, le maître d'ouvrage demandera la certification, les processus qui seront mis en œuvre, donc le type de matériaux à retirer, avec la technique et les moyens de protection collective qui sont mis en place. La note méthodologique que chaque candidat se propose d'adopter avec le plan de la base chantier, les méthodes et empoussièrement attendues, les méthodes de contrôle, de modalités de stockage, filière d'élimination, planning, voilà, quelque chose d'assez conséquent pour que le maître d'ouvrage puisse évaluer la technique et la mise en place de ces travaux. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que les maîtres d'ouvrage demandent
aux entreprises d'évaluer, on va dire, un peu la qualité du diagnostic. Et si l'entreprise voit peut-être des compléments à réaliser, que l'entreprise puisse le dire lors de la remise des offres. Et enfin, dans le règlement de consultation, on retrouvera aussi donc l'explication de la sélection et le jugement des offres. Donc bien sûr, le maître d'ouvrage regardera le prix, mais bien sûr, nous, ce qu'on privilégie aussi, c'est de ne pas mettre le prix en avant, mais plutôt la valeur technique, donc notamment en regardant l'adéquation des travaux avec le secteur d'activité de l'entreprise, les dispositions qui sont prises pour intégrer les contraintes chantier, les processus en lien avec les travaux, les niveaux d'empoussièrement attendus, les techniques maîtrisant l'empoussièrement à la source. Et donc, en fait, c'est sur ces valeurs techniques que nous avons réalisé la nouvelle annexe sur la notation de ces critères techniques. Pardon. Concernant le CCTP, en fait, dans le guide, on dit qu'il n'y a pas de nécessité de vouloir reprendre la réglementation, et notamment tout ce qui est en rapport avec les obligations qui incombent à l'entreprise. C'est à l'entreprise de connaître, voilà, elle est certifiée, elle connaît ses obligations. Donc, ce n'est pas au maître d'ouvrage de lui demander de dire ce qu'elle doit respecter. Par contre, le maître d'ouvrage doit bien détailler les demandes, les marges de manœuvre, les contraintes chantier, donc notamment sur l'environnement, les points de branchement d'eau, d'électricité, les zones de stockage possibles, les emplacements disponibles pour les bases vie, l'état du support souhaité après travaux, par exemple. Donc en fait, c'est surtout ces contraintes. Donc le maître d'ouvrage doit très bien décrire ces contraintes pour que l'entreprise puisse répondre à l'offre avec ces techniques de travail. Donc en fait, par exemple, ce n'est pas au dossier de consultation de déterminer s'il faut 3 ou 5 SAS, la façon d'emballer des déchets, le nombre et la nature des empoussièrements réglementaires. Ça, l'entreprise, elle le sait, c'est réglementaire, donc elle doit l'appliquer. Mais par contre, le maître d'ouvrage peut très bien dire, j'ai tel emplacement disponible pour les SAS, donc la taille, pour savoir si l'entreprise, elle pourra mettre un SAS, 3 compartiments ou 5 SAS, les capacités de stockage et les lieux. Et le donneur d'ordre peut très bien également demander des mesures supplémentaires s'il le souhaite, et s'il veut communication, des résultats des mesures d'empoussièrement réglementaires. Dans le dossier de consultation, on aura aussi, s'il y a plusieurs entreprises, le plan général de coordination. Et celui-ci devra décrire les mesures prises pour gérer la coactivité entre l'entreprise de désavantage et les autres entreprises, et notamment toute l'organisation qui est prévue autour de la mesure de fin de chantier. Et enfin, on a réalisé également une fiche processus qui permet en fait d'avoir un modèle unique pour pouvoir comparer le niveau technique des entreprises. Pour savoir en fait où en est l'entreprise dans la validation de ses méthodes de travail et en appréciant la qualité des méthodes de travail de l'entreprise. On a pu remarquer en fait que les entreprises répondaient de telle ou telle façon. Et en fait, c'était très difficile de comparer. Là, on a un moyen unique, donc une fiche unique, et c'est beaucoup plus facile en fait de comparer les choses. Voilà. Donc ça, c'est le contenu du guide, on va dire, initial. Et ce qu'on a réalisé, en fait, c'est voilà, un complément sur la notation de la valeur technique. Et là, je laisse Bernard Cassagne vous présenter cette partie. Bonjour, merci Maud. Donc je prends la suite
pour la notation de la valeur technique. En fait, donc c'est la partie nouvelle du guide par rapport à ce qu'on vous avait présenté au précédent colloque en présentiel. La notation, en fait, ce qui est important de comprendre dans cette notation, c'est qu'en fait, c'est une proposition qu'on fait et qui peut servir de base à une réflexion pour chaque opération. Chaque opération est différente et il y a des critères qui seront pertinents pour un type de chantier et puis d'autres qui le seront moins, etc. Donc, en fait, c'est cette proposition, il ne faut pas prendre cette fiche intégralement et la emporter. C'est des critères et des notations qu'on propose qu'il va falloir adapter à chaque opération, à chaque chantier. Ça, c'est quand même important de le dire parce qu'évidemment, il y a des critères qui sont plus ou moins pertinents. Une des difficultés qu'on a eues avec ModMalex, c'est donc la notation. La notation, en fait, il y a un certain nombre de critères qu'on peut prendre, qu'on n'a pas le droit de prendre, de critères, etc. Je rappelle qu'il y a des critères qui sont obligatoires, donc ce n'est pas la peine de les noter. Par exemple, le fait que l'entreprise soit certifiée sous section 3, c'est un critère éliminatoire, ce n'est pas un critère de notation. Le fait par exemple, de demander des processus en rapport avec les travaux à faire, ça peut être un critère obligatoire et éliminatoire. Donc, ce n'est pas non plus un critère à noter. Il faut faire aussi attention au fait qu'il y a des critères et on ne peut pas mettre des critères éliminatoires sur certaines choses, mais en revanche, on peut les noter. L'expérience d'une entreprise, par exemple, on peut la noter, mais on ne peut pas en faire un critère éliminatoire voilà, on ne peut pas empêcher des entreprises nouvelles ou plus jeunes à venir sur des appels d'offres. Et aussi un certain nombre de critères à choisir, à noter pour qu'ils soient objectifs, qu'ils soient vérifiables et évaluables. Ces trois choses sont importantes parce qu'on peut être tenté d'évaluer certaines choses, essayer de les noter, mais il faut que ça soit objectif. Il ne faut pas que ça soit critiquable. Et puis en tout cas, il faut que ça soit des choses qui soient quantifiables, soit oui, non, soit avec une évaluation, mais en tout cas pas des bons, mauvais, moyens. Par exemple, ça, c'est pas objectif. Il faut que la note soit possible. Des critères aussi, il est important d'avoir des critères qui soient utiles. De temps en temps, on voit dans des appels d'offres des tentatives de notation avec des critères qui peuvent être utiles dans certains chantiers, mais pas du tout utiles dans d'autres. Je prends un exemple, par exemple, si on a un chantier de désamiantage dans un bâtiment qui va être démoli, c'est pas du tout la même chose qu'un chantier qui va être au sein d'une usine où il y a des salariés qui travaillent. Donc, il y a des critères qui vont être plus utiles dans un cas que dans l'autre, et il faudra les mettre en avant. Il ne faut pas mettre des critères uniquement sur le principe de mettre des critères. En plus, l'utilité du critère est très importante parce qu'il ne faudrait pas qu'au niveau du dépouillement des offres, en fonction du prix, que les maîtres d'ouvrage s'aperçoivent que ils ont mis un critère, mais finalement, comme l'entreprise qui ne respecte pas le critère, elle est moins chère, on ne va peut-être pas tenir compte de ce critère. Donc, l'utilité du critère avec le maître d'ouvrage est très importante s'il veut mettre quelque chose en avant. Et enfin, réflexion sur les critères, il faut qu'ils soient équilibrés. C'est la même chose que ça peut rejoindre aussi le critère discriminatoire. On peut noter, par exemple, l'expérience d'une entreprise, mais on ne peut pas en faire un critère qui prend 80% de la note, parce que du coup, ça deviendrait un critère discriminatoire. Donc, il faut équilibrer les critères. Ce n'est pas forcément facile. Notre petite expérience avec les maîtres d'ouvrage sur le marché public montre que finalement chaque maître d'ouvrage a un petit peu ses façons d'interpréter le code des marchés publics là-dessus. Au niveau des critères qu'on a mis dans le guide, on les a reformulés justement pour pouvoir les noter. Donc, je les rappelle rapidement. Donc, l'expérience des entreprises sur les travaux à faire, favoriser des processus avec des taux d'empoussièrement bas. Ça peut être intéressant, en tout cas, pour un maître d'ouvrage, d'avoir un taux d'empoussièrement bas à l'intérieur de la zone de confinement, en cas, par exemple, de rupture de confinement ou d'incident,
pour pas polluer les locaux ou risquer de polluer les locaux qui sont à côté. Par exemple, hein, ça peut être aussi favoriser des processus avec le moins d'émissions à la source. Pareil, dans le même principe, hein, plus on va capter à la source, plutôt que diminuer l'empoussièrement par des systèmes d'abattage, etc., et moins on prendra de risques de pollution des locaux adjacents. Et puis enfin, favoriser les organisations qui conviennent le mieux aux contraintes du maître d'ouvrage. Maud en a déjà parlé. Alors voilà, maintenant de la notation. Alors évidemment, je suis sûr que quand on va présenter cette notation, il y en a qui vont dire mais non, pas du tout. Mais voilà, c'est des propositions et chacun pourra prendre ce qu'il veut là-dedans. Premier critère, l'adéquation avec les secteurs d'activité sur le certificat et les travaux à faire. Bon, c'est une notation, on n'a mis pas beaucoup de points là-dessus, mais en tout cas, qu'on puisse noter le fait qu'une entreprise soit plutôt sur une activité intérieure ou extérieure ou en génie civil, c'est tout à fait pertinent de noter ça. C'est quand même pas la même chose et l'expérience des entreprises dans ces domaines sont intéressants à noter. Donc, premier critère, on peut mettre des points sur le secteur d'activité déclaré de l'entreprise. Après, deuxième type de critères qu'on peut noter, c'est le niveau de validation des processus. Un processus, normalement, l'entreprise, dans l'appel d'offres, doit présenter tous les processus en lien avec les travaux à faire. Ce n'est pas forcément un critère à noter, c'est un critère peut-être éliminatoire si les processus ne sont pas présentés. Si les processus sont présentés, ils peuvent être soit en test, l'entreprise a monté son processus et va le tester sur le chantier, soit il peut être en cours d'évaluation, en cours de validation, elle a déjà évalué, soit elle peut avoir déjà validé son processus. Donc là aussi, on note l'expérience de l'entreprise sur quelque chose, donc on va mettre des points pour les entreprises qui ont validé et un peu moins de points pour les entreprises qui sont en cours de validation et celles qui sont en phase de test. On peut mettre aussi des points différencier en fait la qualité l'évaluation des processus en fonction du matériau principal. Si on a un chantier où on a 3000 mètres carrés de dalles vinyle et de colle à enlever, et puis 2 mètres carrés de gaines, de mètres linéaires de gaines amiante à enlever, évidemment, le processus sur les dalles va être beaucoup plus important à prendre en compte que l'autre. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire en proposant des points par rapport à le niveau de validation du matériau principal par rapport aux autres matériaux. Je continue. Troisième type de notation par rapport au niveau d'empoussièrement obtenu dans la zone de confinement. Ça aussi, c'est critiquable. Hein. Je veux dire, chacun peut estimer que ça a de l'importance ou pas d'importance, ou pouvoir privilégier autre chose. Mais si on estime qu'il est important d'avoir un niveau d'empoussièrement faible dans la zone, là, on va privilégier les entreprises qui pourraient obtenir un niveau 1 par rapport à celles qui sont au niveau 2 ou en niveau 3. L'obtention du niveau 1 peut être obtenue de différentes façons, en tout cas pas s'il est obtenu en faisant un renouvellement d'air très important, largement plus que ce qu'on fait d'habitude. Bon, c'est une façon d'obtenir un niveau bas, mais c'est pas techniquement c'est moins satisfaisant que celui qu'il obtient avec un renouvellement d'air faible. C'est-à-dire qu'il aura émis moins d'empoussièrement, moins de poussière à la source. On peut aussi avoir des processus validés avec des taux d'empoussièrement extrêmement bas. Nous, on a mis sous seuil de détection. On pourrait aussi mettre inférieur à 5 fibres litres. Bon, de temps en temps, on peut trouver des gens qui ont mis en place des techniques tellement bien, tellement performantes qu'ils ont des taux extrêmement bas et valider des processus comme cela. Et je pense que ça vaut le coup de les mettre en avant. Je passe à la diapo suivante, si ça veut bien.
voilà, continuant sur les techniques d'empoussièrement, il peut y avoir les taux d'empoussièrement attendus qui peuvent être plus faibles et d'autres faibles. C'est un peu, c'est une autre façon de noter ce que je viens de dire juste avant. En particulier, le deuxième critère sur est-ce qu'on a de l'émission de poussière ou est-ce qu'on n'en a pas, ou est-ce qu'on a une technique où on capte à la source, ou alors on diminue le taux d'empoussièrement uniquement en traitant dans l'air. Tout ça, c'est des techniques différentes, mais vous voyez, c'est l'idée. Alors évidemment, il y a le côté prévention, où pour l'opérateur qui travaille, c'est mieux, mais là, on prend des critères par rapport au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage qui va s'intéresser à ces critères, c'est lui aussi pour se protéger, lui, et avoir le minimum de risque de pollution des zones qui sont autour, ou même par exemple, s'il est dans des pièces qui sont difficilement contaminables, etc. Donc ça va être tout à fait intéressant pour lui d'avoir des zones à l'intérieur du confinement avec des faibles émissions de poussière. C'est ces critères-là qu'en tant que maître d'ouvrage, il peut mettre en avant et justifier la notation qu'il met en place. Enfin, le dernier point, et non des moindres, qui est difficile à noter, mais c'est la prise en compte des contraintes environnementales. Maud Malek disait tout à l'heure, dans les critères, il faut que le maître d'ouvrage peut donner ses exigences et dire un petit peu comment l'environnement est par rapport à un certain nombre de choses. Et l'entreprise va faire une offre par rapport à ça, avec une organisation de chantier. Et c'est vrai que c'est ça qu'il faudrait arriver à noter, c'est l'organisation de chantier qui prenne le mieux en compte les contraintes environnementales du maître d'ouvrage. Hein, que ce soit le planning, la coactivité, les places disponibles, le maintien des circulations, etc. Et là, alors, plusieurs façons de faire. On peut classer les entreprises en mettant des notes par rapport à celle qui tient, mais c'est un peu subjectif, c'est vrai, mais on n'a pas trouvé tellement d'autres moyens de le faire. Celle qui tient, qui est une organisation de chantier qui semble la plus correspondre aux attentes du maître d'ouvrage, hein, et puis ainsi de suite, essayer de classer les entreprises. À ce titre-là, je peux donner un exemple sur un chantier qui était à Limoges, dans un bâtiment où il y avait plusieurs étages à traiter, et il fallait maintenir la cage d'escalier qui était centrale, hein, et ouverte sur tous les espaces de travail autour. En fait, le maître d'ouvrage avait dit cette contrainte-là et avait laissé aux entreprises la façon de faire pour organiser un chantier. Et puis une entreprise, en fait, qui a proposé une organisation de chantier avec des approvisionnements et des sorties par l'extérieur en créant une tour d'accès avec des zones extérieures. Et effectivement, c'est une organisation de chantier qui convenait parfaitement aux contraintes du maître d'ouvrage, même si le maître d'ouvrage, heureusement, avait laissé chaque entreprise la possibilité de proposer des organisations de chantier. Donc voilà, donc c'était intéressant de mettre beaucoup de points sur une offre qui permettait d'avoir ça. Les notes ou les classements peuvent se faire aussi de façon différente. Mais on a buté un peu là-dessus avec Maud Malek parce que c'est pas évident d'évaluer les organisations de chantier. On a essayé de voir si on peut mettre des critères binaires avec les contraintes, mettre des notes. Mais c'est pas évident parce que finalement c'est l'organisation globale qui va donner une impression de bien tenir compte des contraintes du maître d'ouvrage. Voilà cette présentation rapide de cette notation. Encore une fois, c'est que des propositions. Il y a des choses qui sont à prendre, sûrement, des choses qui sont peut-être pas adaptées à certains chantiers. En tout cas, cette notation, on a déjà rencontré plusieurs maîtres d'ouvrage qui nous ont dit que c'était, ou de maîtres d'œuvre, hein, surtout les maîtres d'œuvre qui mettent ça en place à la demande du maître d'ouvrage. C'était intéressant, mais on a peu de retours pour le moment. Et on serait vraiment intéressé qui nous écoutent, des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre qui seraient intéressés pour tester ce type de notation d'une façon ou d'une autre, de tout ou partie. Mais nous, on serait très intéressés des retours
ou peut-être même d'accompagner lors de l'élaboration du dossier de consultation. Là, c'est un appel qu'on lance prochainement. Quand on fera le retour du webinaire, on mettra nos coordonnées par mail de Maud Malek et de moi-même pour voir s'il y a des gens qui pourraient nous faire des retours là-dessus. On serait très intéressés. Voilà, on a peut-être quelques questions. Alors, on a quelques minutes pour lancer les questions. Alors, excusez-moi, il y a un écho. Alors, en parallèle, j'ai lancé un sondage auquel vous pouvez encore répondre pour demander si certains avaient déjà utilisé justement des systèmes de notation objectifs. Donc, les résultats, pour l'instant, sont plutôt non, a priori. En tout cas, Bernard et Maud, merci de votre présentation. Nous avons effectivement un petit peu de questions qui portent notamment sur les entreprises qui sont nouvellement certifiées, ou aussi sur les PME qui se lancent dans l'activité de désamiantage et qui du coup se lancent dans la certification alors qu'on sait que c'est un processus assez lourd et qui ont à la fois peur que ce système de notation leur soit très défavorable et également que le fait de noter à 0 la présence d'un chantier test, pour autant nécessaire dans le cas du processus de chantier test et validation, nécessaire dans le cas de la certification, ne les pénalise. Oui, c'est toute la difficulté il faut équilibrer en fait les notations. Bon, par exemple, là, j'ai la diapositive encore sous les yeux là, de la prise en compte des contraintes environnementales. La première entreprise, elle peut être à 25 points, et puis une entreprise qui a validé quoi de l'expérience peut être à 0 points parce qu'elle n'a pas bien pris en compte les contraintes environnementales. Donc tout ça, effectivement, une entreprise nouvelle, il faut se mettre à la place d'un maître d'ouvrage. Une entreprise nouvelle qui n'a pas d'expérience, on peut la prendre, mais il y a plus grand risque que par une entreprise qui n'a aucune expérience. Donc, il faut que l'entreprise qui est nouvelle, qui n'a pas beaucoup d'expérience, il faudra peut-être qu'elle fasse un peu plus d'efforts sur d'autres points, par exemple l'organisation, peut-être un peu sur le prix, etc., pour arriver à se placer, pour compenser son manque d'expérience. Donc, petite prise de risque que prendrait un maître d'ouvrage à favoriser une entreprise nouvelle. Alors, effectivement, il faut que ça soit équilibré, les critères. C'est une difficulté, je suis d'accord. Et ces critères, évidemment, sont pas obligatoires. Ils peuvent être choisis ou pas par le maître d'ouvrage, donc ils peuvent favoriser des entreprises expérimentées ou pas. Bien sûr. Il y a des chantiers, là-dessus, il y a des chantiers qui sont beaucoup plus techniques que d'autres, ou ces chantiers qui sont bien sur des techniques bien connues, etc. On n'a peut-être pas besoin de noter beaucoup l'expérience de l'entreprise, évidemment. Alors, du coup, est-ce que vous avez déjà eu des retours de maîtres d'ouvrage ayant utilisé cette notation? Alors non, on n'a pas eu vraiment de retour sur des appels d'offres qui ont été faits complètement. On a eu quelques retours d'une collectivité territoriale qui a utilisé en partie et qui nous a associés pour le dépouillement des offres. Et la difficulté principale a été que les entreprises n'avaient pas toutes rempli correctement l'annexe sur la façon de présenter son processus. Ça, c'est très important dans le guide. Et si on veut, parce que vous voyez qu'en fait, dans la notation, on compare des processus. Et pour comparer des processus, il faut que les entreprises remplacent la grille, toute la même grille, parce que sinon, on n'y arrive pas. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Et si chacun a une présentation différente de son processus, on n'arrive pas à les comparer les uns des autres. Donc, voilà. Donc, on a ce faible retour sur 2 opérations. Voilà. On n'en a pas d'autres, et c'est d'où l'appel qu'on a fait tout à l'heure à ce qu'il y ait des gens qui testent, qui essayent ou qui nous fassent des remontées là-dessus. Alors juste peut-être une dernière question. Alors justement sur la cotation sur le niveau d'empoussièrement. Donc on a une question justement sur le fait de la maîtrise plutôt, l'importance de la maîtrise de la technique plutôt que sur le niveau d'empoussièrement. La question c'est pourquoi privilégier l'un par rapport à l'autre, c'est ça? Oui. Ça c'est encore une fois c'est discutable, hein. Chacun va pouvoir mettre de l'importance l'un par rapport à l'autre.
Nous, par rapport aux principes généraux de prévention, hein, c'est plus on va maîtriser l'émission à la source, ou ne pas émission et pas d'émission, et mieux ça sera. Plutôt parce que c'est comme n'importe quel autre risque, hein, de poussière ou de bruit, ou je sais pas quoi. Voilà, la technique de maîtrise ou de ne pas émettre ou de capter à la source paraît plus meilleure que celle de traiter, l'air dans le confinement. Après, voilà, il peut y avoir aussi, c'est compliqué parce qu'il peut y avoir des techniques de diminution d'empoussièrement à l'intérieur du confinement qui sont très bien maîtrisées par des entreprises, et du coup, ça pose moins de problèmes. Mais voilà. Encore une fois, c'est une proposition. Je ne sais pas si Maud, tu veux compléter là-dessus. Alors, on répondra également par écrit, hein, parce qu'il y a peut-être d'autres questions pour argumenter. Il est 10h35, on va passer du coup à la présentation suivante. Merci beaucoup Bernard et Maud, hein, pour cette présentation sur la consultation des entreprises lorsqu'on a un maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre et la nécessité d'avoir justement des critères objectifs. Merci. Nous allons passer maintenant du coup à la seconde présentation. Hop. Donc nous accueillons Alexandre Antor, donc ingénieur prévention à la Directe Nouvelle-Aquitaine, qui va nous parler donc du risque amiante pour les charpentiers couvreurs. Bonjour à tous, merci Céline de me passer la parole. En effet, je suis Alexandre Antor, ingénieur prévention à la Directe Nouvelle-Aquitaine, et c'est donc moi qui vais vous présenter cette sensibilisation au risque amiante couvreur à partir d'illustrations de cas du métier des charpentiers couvreurs. Risque amiante. Alors, comme de nombreux métiers, les charpentiers couvreurs ont connaissance du risque amiante. Cependant, la majorité d'entre eux ne sont ni certifiés sous section 3, ni engagés dans la prévention des travaux exposant à l'amiante en sous section 4. Un petit rappel très rapide, la différence sous section 3, sous section 4. La sous section 3 vise au retrait, donc à l'élimination des matériaux amiantés. La sous section 4, elle, est une notion plus large d'exposition à l'amiante puisqu'elle concerne tous les cas de travaux ou d'interventions susceptibles d'émettre des fibres. Et également, je pense qu'il faut l'aborder dès maintenant, quelques cas précis de dérogation de la sous-section 3, faire ces travaux en sous-section 4, certains travaux de retrait. Donc je vous disais que d'un côté, les charpentiers couvreurs ont la connaissance d'un risque, mais que de l'autre, leur perception de ce risque peut être incomplète. Par exemple, parce qu'ils n'ont pas une connaissance exhaustive des matériaux et produits pouvant contenir de l'amiante, parce qu'ils peuvent être amenés à sous-estimer, par manque de connaissances, les conséquences de certaines interventions directes ou indirectes sur ces matériaux. On peut également imaginer qu'ils ont moins connaissance des outils à leur disposition pour évaluer ce risque au départ. Ainsi, un risque mal connu ou sous-évalué ne peut être prévenu de manière satisfaisante. Donc on voit là l'élargissement de cette intervention. On va illustrer à partir de cas charpentiers couvreurs, mais elle concerne donc de façon beaucoup plus large nombre d'autres métiers, à premier lieu desquels on pense régulièrement les métiers du second œuvre. Voici comment va s'articuler cette sensibilisation. Donc dans un premier temps, on va voir quelques illustrations qui vont nous permettre d'avoir une idée d'empoussièrement auquel les travailleurs peuvent être exposés. Et on va se rendre compte également qu'il y a beaucoup plus de cas que ce qu'on pourrait croire a priori. Ensuite, nous passerons, donc ça c'est pour la partie identification du risque. Ensuite, on va passer sur le volet réglementaire pour se rendre compte que la prévention du risque est directement intégrée dans la réglementation. Ensuite, nous ferons un exercice de comparaison de la gestion d'un chantier suivant la réglementation amiante, je dirais, et de l'autre, si celle-ci n'était pas mise en œuvre. Et nous synthétiserons tout cela dans une conclusion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut avoir bien dans l'idée, puisque là, on s'adresse, on est vraiment sur une sensibilisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on pourrait sous-estimer la présence de l'amiante et ses conséquences. Donc l'amiante est vraiment omniprésente, elle a été utilisée d'une manière massive et dans une foule d'utilisation de matériaux, de produits. Et globalement, en ce qui concerne les charpentiers couvreurs, ils peuvent être amenés à la rencontrer dans tous les immeubles bâtis construits
avant l'interdiction de l'amiante, en l'occurrence le 1er janvier 1997. Donc voici quelques exemples qui peuvent concerner les charpentiers couvreurs. Alors au cours des 6 ou 7 exemples que je vais vous présenter, ils sont tous présentés de la même façon. Vous aurez des photos qui permettront d'avoir des visuels sur ces parties d'ouvrage. Dans la deuxième ligne, vous verrez donc les parties d'ouvrage qui concernent ou qui incluent ces éléments-là. Les exemples de travaux sont comme des commandes que des clients pourraient passer aux charpentiers couvreurs et par la suite, et donc en conséquence exposer les travailleurs. Pour avoir une idée de l'empoussièrement d'un de ces processus, on n'en choisira qu'un par exemple, on ira chercher donc un processus pour avoir, sur la base de Schola, en allant consulter la base de Schola, une idée de son empoussièrement. Donc, pour mémoire, un processus, c'est un trio d'un matériau contenant de l'amiante, d'une technique d'intervention sur ce matériau et d'une protection collective au sens processus, c'est-à-dire limitation de l'émission à la source. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur ces notions de processus. Pardon. Oui. Première situation auxquelles peuvent être confrontés les charpentiers couvreurs, elle est évidente, c'est celle des toitures et notamment des plaques fibrociment, l'élément amianté le plus connu s'il en est. Donc dans les illustrations, vous avez sur la droite un exemple de toiture en parfait état. Sur la gauche, vous avez une toiture particulièrement grêlée et percée en multiples endroits. Donc, quels travaux pourraient être amenés à réaliser les charpentiers couvreurs? Ça pourrait être un remplacement partiel d'un ou deux panneaux. Ça pourrait être un nettoyage, un démoussage de la toiture. On peut également imaginer des perçages de ces éléments. On peut imaginer, par exemple, dans le cas de la toiture grêlée, qu'une entreprise soit amenée à bâcher, pour la mettre hors d'eau, à bâcher cette toiture. Le fait d'être à proximité de cette toiture, de la bâcher, fait qu'on va frotter l'amiante, les plaques d'amiante ciment, et du coup, ce sont des travaux qui peuvent émettre des fibres. Comme on l'a défini tout à l'heure, la sous-section 4 concerne également les travaux susceptibles d'émettre. Donc typiquement, le recouvrement d'une toiture par une bâche peut être une opération de sous-section 4. Donc le petit astérisque que vous voyez à côté de remplacement partiel, c'est pour donc vous donner le processus. Donc si on prend un processus plein condulé, dépose par le dessus avec une aspiration à la source, la base de Schola nous donne un empoussièrement de plus de 1000 fibres par litre. Donc par rapport à l'empoussièrement base de Schola, il y a eu, comme l'avait résumé et l'a rappelé tout à l'heure Cécile Clément Faroud, il y a déjà eu une intervention dans le webinaire, vous pourrez retrouver des éléments complémentaires. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. En revanche, on voit bien que 1000 fibres par litre, on est clairement dans un niveau 2 d'empoussièrement. Second exemple, toujours en toiture, sauf qu'on change de matériau, on va avoir les ardoises amiantées. Donc sur l'illustration, vous avez sur la gauche des ardoises naturelles, sur la droite des ardoises amiantées. Globalement, on va retrouver le même type de travaux que précédemment. Et pour un processus ardoise, dépose par le dessus avec une humidification du matériau, l'empoussièrement donné par la base de Schola est de 252 fibres par litre. Donc, à nouveau, clairement au niveau 2. Pour mémoire, le niveau 2, c'est entre 100 fibres par litre et 6000 fibres par litre. Exemple suivant, toujours en toiture, mais cette fois-ci, on ne va pas parler du matériau majoritaire, mais des conduits qui peuvent être à proximité ou traversant, des accessoires de toiture, les chéneaux, les faîtages, les rives, qui peuvent également être en amiante ciment. Donc, on peut imaginer une intervention de remplacement d'accessoires, de ces accessoires, de travaux à proximité. Par exemple, si sur la photo de droite, si le charpentier couvreur est amené à reprendre la rive de toit, eh bien, on se rend compte qu'il peut être amené à se frotter ou à déposer pour reposer ensuite les conduits amiante ciment.
Et donc, à ce moment-là, il est bien sur une opération de sous-section 4 susceptible d'émettre des fibres, même si son objectif n'est pas d'intervenir directement sur ces matériaux amiantés. Donc, prenons comme exemple de procédure canalisation gaine amiante-ciment en extérieur, dépose par le dessus, déconstruction, avec une humidification du matériau. L'empoussièrement donné par la base de Scola est de plus de 400 fibres par litre. 400 fibres par litre. À nouveau, clairement en niveau 2, et on se rend compte même que ces travaux sont supérieurs aux précédents sur les ardoises amiantées, en termes d'empoussièrement. On quitte la toiture, enfin pas tout à fait, mais je veux dire les éléments majeurs de toiture. On peut viser ici, donc sur cette photo. Bon, alors certes, c'est pas forcément une photo de lanterneau en extérieur ou d'une fenêtre de toit, mais on peut retrouver le même genre de situation. Donc là, on est sur une illustration de mastic vitrier, mais on peut également trouver au niveau des fenêtres, lanterneaux, des joints, des compribantes, des éléments de friction. Les travaux qui peuvent être faits par un charpentier couvreur, donc le remplacement de cet ouvrant, pur et simple, une reprise d'étanchéité ou des travaux à proximité de ces ouvrants. Par exemple, venir taper l'enduit qui est à proximité immédiate de l'ouvrant. Lorsque le mastic vitrier qui est déjà rendu friable s'effrite, on se rend compte que il va y avoir une émission un risque en tout cas d'émission de fibres en endommageant plus ce mastic déjà endommagé. Donc par exemple de processus, j'ai peut-être fait un clip de trop. Hop. Une intervention mastic d'étanchéité, cassage manuel avec une aspiration à la source. C'est l'empoussièrement le plus important qu'on verra dans les exemples, mais on se rend compte que la base de Scola nous donne un empoussièrement de plus de 3000 fibres par litre. Donc, à nouveau, clairement, en niveau 2, et donc 3000 fibres par litre, ça commence à être significatif. En tout cas, on est même loin des 1000 fibres par litre qui dépassaient, je dirais, le seuil fixé à 800 fibres par litre pour certains choix d'appareils de protection respiratoire. Autre exemple en toiture, ces parties d'ouvrage peuvent présenter des tresses amiantées de joints de dilatation, des bardeaux bitumineux. Donc, on peut imaginer une reprise d'étanchéité, une réfection partielle de terrasse. Cette fois-ci, en imaginant une reprise partielle de l'élément bitumineux, on va devoir le découper, par exemple, thermiquement, avec une aspiration à la source. L'empoussièrement donné par la base de Scola est de plus de 330 fibres par litre. Toujours du niveau 2. L'exemple suivant, on parlait des éléments de bardage, mais il n'y en a pas que dans le toit, on peut les trouver sur les côtés, les ardoises sur les côtés des bâtiments. Certains bâtiments ont également des murs recouverts d'ardoises amiantées, passage. Et donc, on peut imaginer des travaux de dépose pour accéder à une zone de travaux adjacente à la pente ou à la gouttière, des reprises de gouttière. Dans ce cas-là, un processus toiture-bardage avec un perçage, c'est l'exemple que je vous propose de voir, avec une humidification et une aspiration à la source, l'empoussièrement cette fois-ci est de 34 fibres par litre. Donc, du niveau 1, et tout de même 34 fibres par litre pour un perçage. Ce qui rejoint d'ailleurs certains résultats de la base, de l'étude Carto. Dernier exemple, intéressant à plus d'un titre, si ce n'est pas de façon directe, en tout cas, les charpentiers couvreurs sont immanquablement, au cours de leur carrière, confrontés à ce type de matériaux, les flocages, les faux plafonds par vapeur, des isolants fibreux, et éventuellement, c'est tout l'intérêt de ces illustrations, des éléments non amiantés, mais pollués. Pourquoi? Parce que l'accès à la toiture ou à l'élément amianté n'est pas toujours direct. Parfois, il y a besoin d'aménager un passage. Et par exemple, sur l'illustration de gauche, alors certes, c'est un carton amianté, mais on pourrait imaginer que cette protection de sous-toit ne soit pas amiantée au départ, mais que l'usage et le temps font que l'amiante, les fibres d'amiante contenues dans la toiture, vraiment dans la plaque ondulée, avec le temps s'effritent et tombent pour polluer cet élément. Comme on l'a vu tout à l'heure, les travaux de sous-section 4 sont des travaux susceptibles d'émettre des fibres, et la manipulation de ce type de matériaux relève donc de la sous-section 4.
Et donc, un processus de manipulation, de nettoyage de matériaux contaminés avec une aspiration à la source présente dans la base de Scola un empoussièrement de 17 fibres par litre, ce qui n'est pas nul, contrairement à ce que peut-être on pourrait imaginer ou penser. Donc, je vous ai donné quelques exemples, mais il ne faut pas imaginer que ce sont les seuls. Il y a une telle variété de possibilités de rencontrer des matériaux contenant de l'amiante qu'il faut vraiment savoir être humble face à cette difficulté de repérage. On a vu également que les taux d'empoussièrement des processus pouvaient aller de 17 pour une intervention sur les matériaux pollutants dans mon exemple, à plus de 3000 fibres par litre, dont ces expositions peuvent avoir des taux d'empoussièrement très variés, mais également potentiellement tout à fait élevés. Aussi, je pense qu'il faut retenir de ces exemples que le risque amiante est omniprésent, est invisible au sens repérage. Rien ne ressemble plus à un matériau amianté qu'un matériau non amianté. Que seul un repérage permettra de s'assurer de la présence ou de l'absence d'amiante. Bien sûr, puisqu'on parle de l'amiante, c'est sur les bâtis construits avant le 1er janvier 1997. Et en d'autres termes, le repérage amiante avant travaux est indispensable pour mener une évaluation des risques. Soit parce que l'entreprise est organisée pour travailler en sous-section 3, sous-section 4, auquel cas, comme ça a été abordé dans la présentation précédente, il y a besoin de connaître, de savoir sur quel matériau on va intervenir pour savoir comment on va intervenir sur ce matériau, mais également dans le cas où l'entreprise a choisi de n'intervenir ni en sous-section 3 ni en sous-section 4, il faut bien qu'elle ait des éléments tangibles permettant de s'assurer de l'absence d'amiante. Auquel cas, le repérage est à nouveau indispensable. Le repérage avant travaux a d'ailleurs été abordé également dans d'autres présentations de ce colloque. Je vous renvoie vers elle. Donc on va pouvoir maintenant aborder, mais de façon vraiment très rapide, le volet réglementaire, et il faut voir ça comme une approche logique de prévention et pas comme un extrait ici ou un verbatim du code du travail. C'est pas du tout l'objet. Donc on l'a vu, tout commence par l'évaluation du risque, la prévention, sa prévention. Donc l'entreprise doit choisir si elle décide de travailler en sous-section 4, en sous-section 3 ou décide de ne pas s'exposer aux matériaux contenant de l'amiante. Mais même dans ce cas-là, on ne peut pas dire « je ne travaille pas de l'amiante ». Il s'agit de se donner les moyens de s'assurer qu'on va travailler hors d'exposition de ces matériaux. Lorsque l'entreprise décide, donc on va plus particulièrement maintenant parler de la sous-section 4, de travailler à proximité de l'amiante et de faire des travaux susceptibles d'émettre des fibres, donc on l'a vu, tout commence par un repérage amiante avant travaux. Pour mémoire, ce repérage est à la charge du donneur d'ordre et non pas à la charge de l'entreprise. En revanche, le donneur d'ordre doit le fournir à l'entreprise pour que l'entreprise en dispose pour faire son évaluation des risques et présenter ses travaux. L'employeur, pour sa part, devra former ses travailleurs et mettre en place des moyens de prévention adaptés. C'est ce qu'on va voir à travers 2 diapositives maintenant. Toute la base de la prévention commence par définir un processus. Un processus, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, une trilogie, un matériau, une technique, une protection collective au sens limitation de l'empoussièrement à la source. Pour chaque situation de travail, l'employeur devra choisir et donc définir les processus qu'il mettra en œuvre. Du choix de ce processus, on va évaluer l'empoussièrement de chacun de ces processus-là, donc, au moins initialement à travers les bases de données connues, donc notamment Scola. Comme dit tout à l'heure, je vous renvoie vers d'autres présentations. L'objectif étant de rechercher le niveau d'empoussièrement le plus bas techniquement possible, dès le départ. Dès le départ, on émet peu de fibres, ce sera l'objectif. En fonction de l'empoussièrement de chacun des processus, la réglementation orientera le choix des équipements de protection individuelle et des moyens de protection collective à travers 2 arrêtés, du 7 avril 2013 et du 7 mars 2013 et du 8 avril 2013.
sachant que les moyens de protection collective qui sont indiqués là ne sont pas celles du processus, mais bien les moyens qui permettent d'éviter la pollution et la diffusion des fibres dans le chantier et hors du chantier. Et ces choix sont faits en fonction de l'empoussièrement du processus. Un document central de la prévention sous section 4, c'est le mode opératoire, puisque ce document regroupe l'ensemble des choix pour chaque processus en matière de prévention de la sous-section 4. Donc on a résumé là la logique de prévention. On définit un processus, on définit son empoussièrement et les moyens de prévention adaptés à cet empoussièrement. L'enjeu étant, une fois que tout ça est en place, d'avoir une structure qui permet de limiter l'exposition des travailleurs, mais aussi des tiers. On va maintenant passer à cette sorte de petit exercice qui va consister à comparer une même intervention, donc en l'occurrence une dépose de plaques fibrociment. Sur la droite du tableau, en sous-section 4, c'est si on applique 100% des moyens de prévention sous section 4, et sur la gauche, sans gestion de ce risque. On peut imaginer un cas où une entreprise intervient sans repérage amianté avant travaux et se retrouve finalement à ce que les travailleurs travaillent dans cette situation. J'ai choisi ce processus parce qu'il est l'étude Carto nous donne deux résultats pour lesquels, des résultats d'empoussièrement de ce processus, pour lesquels, en comparaison avec la sous-section 4, seule la limitation de l'empoussièrement à la source n'a pas été mise en place. Je ne suis pas en train de dire que Carto a fait travailler des travailleurs sans aucune prévention amiante, il y a juste cet écart-là, donc qui va concerner la première ligne du tableau. Taux d'empoussièrment. Le reste, ce ne sera pas factuel, ce sera un exercice de l'esprit. Donc, les résultats donnés par Carto nous indiquent que plus des 3/4 des résultats en sous-section 4 sont de niveau 1 inférieurs à 100 fibres par litre. Et avec un percentile de 95, c'est-à-dire un équivalent de ce que donnerait la base de Scola, de 163 fibres par litre. En revanche, les deux résultats, il n'y en a que deux, de cette même opération de dépose de plaques, donc qui est indiquée en bas, dépose de plaques, démontage des constructions avec un outil mécanique et travail à l'humide. On a deux résultats qui sont de 100 et de 1500, presque 1600 fibres par litre. Donc on se rend compte qu'il y a, lorsqu'on ne gère pas le risque, on est a priori, on n'a que deux résultats certes, mais on est bien sûr une très grande variabilité et une émissivité globalement beaucoup plus importante que dans le cas où on a un abattage des fibres à la source. Maintenant, on va imaginer ce qui concerne l'exposition du salarié. Qu'en serait-il du respect de la VLEP, donc valeur limite d'exposition professionnelle, et le suivi de l'exposition des salariés? Bien, en sous-section 4, on l'a vu, quand on sait qu'on a un processus évalué, par exemple à 150 fibres par litre, on va devoir adapter l'équipement de protection respiratoire du salarié. Dans le cas, donc, la réglementation et les exigences de l'arrêté EPI font que, intrinsèquement, vu la durée des vacations et cette maîtrise, le respect de la VLEP sera assuré. En revanche, lorsqu'on est hors gestion du risque, on ne sait pas qu'on travaille sur de l'amiante, on peut imaginer que les salariés ne sont équipés d'aucun équipement de protection des voies respiratoires. La conclusion est assez donc facile à tirer. D'un côté, on est équipé et les salariés seront quasiment pas exposés. Sur la partie de gauche, en revanche, on est à peu près certain que sans appareil respiratoire, ramené à une journée de 8 ou 10 heures, les salariés auront respiré beaucoup trop de fibres d'amiante. Et en termes d'exposition, dans le cas où on ne gère pas le risque amiante, ben non seulement il y aura une exposition, elle aura été accidentelle, mais elle ne sera pas tracée. Troisième point, concernant l'environnement du chantier, au-delà des salariés. Donc, ça concerne les moyens de protection collective. Bien, d'un côté, en sous-section 4, lorsqu'on a mis en place l'ensemble des protections de surface, des procédures de décontamination, on se rend compte qu'on va maîtriser
l'environnement et les limites de notre chantier. En revanche, c'est quelque chose qui est complètement passé sous silence lorsqu'on ne gère pas ce risque. Par exemple, en termes de pollution environnementale, si on ne gère pas le risque amiante, elle va être potentiellement élevée puisque au départ, on émet des fibres et elles vont se répandre partout dans la pièce et vont aller se coller sur les surfaces. La limite du chantier étant mal connue, des personnes pouvant circuler à proximité, on n'est pas tout à fait certain du respect du code de la santé publique à proximité du chantier. Et en ce qui concerne la diffusion de la pollution, à ce moment-là, on peut imaginer, elle sera clairement de façon multiple. Les salariés vont, les fibres vont se déposer sur les vêtements des salariés, sur leurs outils, et donc ils vont pouvoir transférer cette pollution bien au-delà du chantier, sans parler de la gestion des déchets produits. Donc on se rend compte qu'on a une sorte de double ou triple peine. Lorsqu'on ne gère pas le risque amiante, d'une part, à la source, on émet beaucoup plus de fibres, mais ensuite les conséquences sont également démultipliées puisqu'on ne va ni protéger les travailleurs, ni protéger l'environnement et la suite de l'occupation des lieux. La prévention du risque amiante est donc tout à fait indispensable. On est vraiment, lorsqu'on utilise la gestion de l'amiante, on émettra peu de fibres et en plus on limitera l'ensemble de ses conséquences. En conclusion, l'exposition de l'amiante est potentiellement fréquente, importante, peut-être élevée, variée. Il s'agit donc immanquablement d'évaluer ce risque. À chaque employeur de faire son choix. Je travaille en sous-section 3, je travaille en sous-section 4, je ne travaille ni en sous-section 3 ni en sous-section 4. Dans tous les cas, comme je l'ai bien expliqué en première partie, l'objectif sera bien d'obtenir un repérage amiante avant travaux, puisque la localisation de l'amiante peut être très variée. Et seul un repérage permettra d'avoir ces informations. Que vous travaillez sur ou à proximité des matériaux contenant de l'amiante. Pensez aux matériaux pollués. Puisqu'on s'adresse ici aux charpentiers couvreurs, une entreprise qui s'est lancée, qui est en train de se poser des questions, il s'agirait pour elle de commencer par travailler en sous-section 4 avant de s'engager dans la sous-section 3 qui est beaucoup plus lourde n'est pas le terme, mais beaucoup plus structuré, beaucoup plus cadré dans sa mise en œuvre, au moins à travers la certification. Donc, lorsqu'une entreprise s'engage en prévention de sous-section 4, elle devra former ses salariés, se former elle-même et former ses dirigeants, puisque ce sont quand même eux qui font l'évaluation des risques. Pour cela, je vous renvoie vers une autre formation qui a été faite, intervention du webinaire. Définir les processus utiles, évaluer l'empoussièrement de ces processus, en sachant que cet empoussièrement devra être le plus bas possible. Ça, c'est pour l'organisation initiale. Et ensuite, pour les travaux qui seront amenés sur tel chantier, obtenir un repérage amiante avant travaux, pour savoir quoi mettre en œuvre sur ce chantier précis. Je vous remercie de votre attention et peux répondre à vos questions. Merci Alexandre pour ton intervention. Nous avons notamment des remarques sur cette intervention sur les charpentiers couvreurs peut aussi être appliquée finalement à d'autres corps d'État et à d'autres interventions. Pardon, j'entends très très mal. Oui, j'ai un écho. Alors, je peux couper mon micro? Oui, s'il te plaît. Alors, je disais que nous avons des remarques tout à fait justes sur le fait que ta présentation sur les charpentiers couvreurs, finalement, pouvait s'appliquer aux autres corps de métier, aux autres entreprises de travaux, puisque finalement, on est exactement dans le même raisonnement. Alors, on a des questions à la fois sur la distinction sous-section 3 et sous-section 4, et également sur le niveau d'empoussièrement en extérieur. Donc, j'ai sélectionné ces deux réponses-là. Veuillez m'excuser, il y a d'autres questions. On y répondra du coup par écrit. La première question est sur le fait que les travaux donc de charpentier couvreur sont en extérieur. Malgré cela, tu as présenté des taux d'empoussièrement qui étaient parfois faibles, mais parfois quand même assez élevés. Au final, est-ce que le fait d'être en extérieur n'a-t-il pas une influence quand même sur la baisse du taux d'empoussièrment? Je coupe mon micro. Je ne verrai pas les choses de cette façon-là.
vu que le taux d'empoussièrement, c'est clairement l'exposition aux poussières, donc en nombre de fibres par litre, au niveau des voies respiratoires des travailleurs. C'est pas le fait d'être en intérieur ou en extérieur qui va changer l'émissivité du processus. Par contre, il est évident que des conditions climatiques, du vent et même en intérieur, un taux de renouvellement influence également l'émissivité reçue directement par le salarié. Donc, on peut plus imaginer un impact lié à des fluctuations, une plus grande variabilité lors de ces mesures. Mais en soi, un processus, un empoussièrement. Merci de ta réponse. Alors, on a des questions sur la distinction sous section 3, sous section 4. Il est notamment demandé si c'est bien le donneur d'ordre. Effectivement, c'est le cas qui donne le cadre réglementaire, donc qui détermine si on est en sous-section 3 ou en sous-section 4. Mais là, dans le cas de charpentier-couvreur, se pose quand même la question du client, du maître d'ouvrage particulier, du client particulier. Dans ce cas-là, au final, qui doit du coup faire cette distinction sous section 3, sous section 4? C'est toujours le donneur d'ordre. Certes, cette fois-ci, il est d'autant moins sachant, puisqu'il n'est pas du métier, mais ça reste au donneur d'ordre de fixer les choses. Pour ces questions, parce que là, je pense que les personnes qui ont posé la question réfléchissent ou ont en tête les cas de dérogation. En cas de doute, contactez l'inspecteur en charge du secteur et mettez-vous d'accord. Ou alors, de façon plus générale, pour rejoindre une matière de prévention, on peut imaginer, a priori, c'est pas une réponse systématique, qu'une entreprise sous section 3, certifiée, je veux dire, aura une maîtrise du métier, on va dire, plus grande, parce que la sous-section 3 nécessite par sa mise en œuvre une pratique sans aucun doute beaucoup plus régulière du désamiantage. Et je parle des cas de doute entre la sous-section 3 et sous-section 4, cas où on se demande si on reste en sous-section 3 ou si on doit passer en sous-section 4. Merci. Alors, j'ai peut-être une dernière petite question sur donc les deux premières situations de travail. C'était à la fois une toiture fibrociment et puis après des petites plaques d'ardoise. Dans un cas, c'était en sous-section 3, dans l'autre cas, c'était en sous-section 4. Comment peut-on... C'est tout simplement parce que j'ai voulu m'appuyer sur la base Scola. Or, la base Scola n'a pas toujours des résultats consolidés pour tous les processus. Et c'était le cas pour les exemples où devait apparaître la sous-section 3. C'est qu'en fin de compte, il n'y avait pas de résultats consolidés en sous-section 4 dans la base Scola. Donc, c'est pas exactement les choses, mais ça donne quand même une première approche. C'est également le cas pour la base Carto, où on n'a pas forcément effectivement tous les processus ou toutes les situations détaillées, et auquel cas, voilà, il convient du coup de balayer entre les deux. Par contre, effectivement, le fait qu'on soit en sous-section, entre les deux sous-sections, ça sera bien, je veux dire, l'ampleur du retrait qui permettra de les distinguer. Enfin, là, on rentre dans des cas à discuter au cas par cas, suivant les logigrammes de la DGT. Par contre, il y a un point intéressant en sous-section 3, sous-section 4. Faut pas oublier, donc, il n'y a aucun lien avec l'empoussièrement et les moyens de protection, notamment des salariés, qu'on soit en sous-section 3 ou en sous-section 4. C'est là, globalement, les arrêtés ont les mêmes exigences. C'est la même chose pour la protection des surfaces. Donc, faut arrêter de penser que la sous-section 3, ce sont des petits empoussièrements, des petites opérations. Ça peut être des opérations un peu plus importantes et avec des taux d'empoussièrement tout à fait importants. Merci Alexandre. On va passer maintenant du coup à la troisième et dernière séquence. Donc nous accueillons Marc Charrois, expert amiante. Bonjour à toutes et tous, merci Cécile. Je vais vous parler de la CEVALIA. La CEVALIA, c'est la commission d'évaluation des innovations amiantes.
je vais vous présenter les différents arrêtés qui ont été pris par la commission depuis sa création, sachant qu'on en est, j'aurais tendance à dire, au début des avis qui vont être prononcés, puisque la commission Sevalia, elle est issue aussi, c'est la suite logique du PRDA, le plan recherche-développement amiante, qui avait été décidé par le ministère du Logement pour remédier à l'impact de l'amiante et notamment aux coûts engendrés par les travaux sur intervention contenant l'amiante ou de retrait. Et donc, cette commission elle a pour objectif de se prononcer sur des équipements, des produits qui sont fabriqués en France ou pas d'ailleurs, et puis donner donc des indications. Alors l'avantage de cette commission, si on veut bien, c'est qu'elle est constituée finalement d'un panel représentatif des intervenants dans le petit monde de l'amiante, que ce soit au niveau du collège des professionnels, hein, vous avez les contrôleurs techniques, vous avez les maîtres d'ouvrage, des représentants maîtres d'ouvrage, vous avez des représentants de l'ingénierie, des entreprises du BTP, des entreprises de désamiantage, des diagnostiqueurs, même des organismes de formation. Vous avez bien sûr les représentants de l'État qui sont là avec la DHUP, la DGT, DGS et DGPR. Et puis, vous avez aussi 6 personnalités qui ont des compétences certaines en matière de prévention du risque amiante, notamment en métrologie. Et puis, bien sûr, les organismes que vous connaissez, hein, l'OPP, l'INRS et le réseau CARSAT-CRAMIF-CGSS. Voilà. Le président, c'est Christian Cochet, que je salue au passage s'il est parmi nous. Et puis, le secrétariat est assuré par le CSTB. Alors, le principe est relativement simple hein, de fonctionnement, c'est-à-dire qu'une entreprise qui souhaite disposer d'un avis de la Sevalia, eh bien, on fait la demande sur le site internet. Et puis la Sevalia donc juge de l'opportunité ou pas donc d'instruire la demande, désigne dans ce cas un instructeur. Hein, il y a aujourd'hui 10 instructeurs qui sont identifiés par la commission. L'instructeur travaille en relation étroite avec le demandeur pour les questions techniques, pour justement rédiger finalement l'avis qui sera proposé à la Sevalia. Il y a une décision, il y a au besoin une mise au vote, et l'avis donc est formulé, et il est directement publié sur le site sevalia.fr. Vous retrouverez donc différentes rubriques, c'est un site relativement simple, avec donc possibilité de consulter les avis, avoir une information sur la commission et sur les instructeurs. Alors, aujourd'hui, il y a 9 avis hein, qui sont publiés sur le site. On en attend quelques autres puisqu'il y a différents projets qui sont en cours d'examen. Donc je vais vous les passer en vue rapidement. Il y en a qui concernent, puisque ce colloque est plus orienté vers la SS4, je ne m'étendrai pas sur des avis qui concernent plus des procédés, disons, que l'on retrouve plus classiquement sur les chantiers de SS3, mais je vais vous en parler quand même parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse une censure sur les avis qui ont été formulés par la commission. Donc le premier avis qui a été formulé, c'est concernant les capsules de gel EasyGel Protect. C'est un nom commercial. Aujourd'hui, il y a certainement d'autres produits qui existent sur le marché. Bon, je pense que ce produit est relativement connu maintenant, notamment des maîtres d'ouvrage qui ont à gérer un patrimoine immobilier en site occupé. Ces capsules de gel sont destinées à faire des perçages finalement de produits contenant l'amiante, des perçages non traversants. Là, l'avis le mentionne clairement. Le principe, c'est qu'on fait un perçage, on utilise une capsule de gel par perçage. Le gel, finalement, consiste à emprisonner la poussière qui serait émise lors du perçage. Voilà le principe. Donc, cette capsule à usage unique est ensuite considérée comme déchet contenant l'amiante. Donc, elle a fait l'objet d'études dans le cadre de la campagne Carto et aujourd'hui est reprise par les règles de l'art. Je pense que l'OPP BTP a dû vous en parler. Et aujourd'hui,
c'est un produit qui est très répandu, surtout en site occupé. Donc, ça, c'était pour les capsules de gel. Un autre avis concernant le polyacime. Alors, qu'est-ce que c'est que le polyacime? C'est un nom commercial déjà, mais c'est finalement une résine qui est mise en place sur des parois pour constituer une couche de protection. Alors, vous avez deux types de produits. Vous avez le polyacime Y qui, lui, peut être retiré, c'est-à-dire que c'est une pellicule que l'on projette à l'airless sur une paroi, et ensuite on peut la retirer une fois que les travaux sont terminés. Donc elle est considérée polluée parce qu'on imagine bien que si on va mettre cette pellicule de protection, c'est pour travailler en site pollué en matière d'intervention sur matériaux contenant l'amiante ou en retrait. Vous avez le pendant de ce produit, c'est le polyacime fixe par le même fabricant, qui lui n'est pas retirable. Donc il va être fixé sur le matériau et il pourra, par exemple, protéger des surfaces qui sont destinées à être démolies des travaux de désamiantage pour éviter de polluer les parois qui vont ensuite être démolies. Voilà un exemple d'utilisation de ce produit-là. Donc, deux avis pour ce fabricant de produits. Ensuite, vous avez le Cuber. Alors, on est dans un autre type d'équipement. Là, c'est un équipement de production d'air respirable. Donc là, typiquement, on intervient en site pollué avec des niveaux d'empoussièrement qui peuvent être moyens ou très élevés, et on peut utiliser éventuellement ce dispositif de production d'air respirable. Le principe, c'est un dispositif autonome qui est positionné dans une partie où l'air est respirable. Il va capter l'air respirable à l'extérieur d'une zone confinée, par exemple, et fournir en adduction d'air de l'air respirable à 2 voire 4 salariés. C'est le maximum que l'on puisse utiliser, alimenter 4 salariés maximum, avec donc une contrainte aussi, c'est sur la distance entre ce petit appareil Cuber et les salariés, qui ne doit pas excéder les 30 mètres s'il y a que 4 salariés qui sont alimentés en air respirable, avec donc des masques particuliers, 2 types de masques qui sont compatibles avec ce produit. Vous avez ensuite, bon là c'est plus sur la gestion des déchets, je vous en parle rapidement. C'est un dispositif de collecte, enfin de contenant de déchets qui permet donc de recevoir typiquement des déchets provenant de chantiers de terrassement, de retrait d'enrobés, et là qui est beaucoup plus résistant que ce que l'on peut voir hélas encore sur les chantiers, qui est compatible avec la réglementation transport. Donc c'est un produit, pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements, je vous invite à consulter bien sûr le porteur de l'avis. Ensuite, vous avez le dispositif Verelec. Verelec, c'est un fabricant de radiateurs, mais qui a travaillé sur un dispositif de fixation de radiateurs en rénovation typiquement. Il y a besoin de changer les équipements, les appareils de chauffage. Et le principe, c'est de réutiliser finalement les fixations, les trous des fixations existantes des radiateurs existants, en y apposant une plaque finalement qui va être fixée avec les anciennes tiges de fixation. Donc ces tiges de fixation doivent être bien sûr suffisamment résistantes pour supporter le nouveau produit. Et donc là, ça évite de faire des perçages dans des matériaux contenant l'amiante. Ensuite, on peut, il y a plusieurs plaques qui viennent se fixer sur la plaque support. Ensuite, on peut fixer le radiateur neuf qui vient donc remplacer l'ancien. Là, ensuite, un avis qui concerne un équipement de protection individuelle, c'est
C'est une tenue étanche ventilée qui a été développée par la société Lapro. Bon, là, on est sur la protection quand on intervient en zone polluée. Hein. Également, SS4, on peut avoir cet équipement de protection qui peut être utilisé. Typiquement, SS3 aussi. Donc là, c'est pareil, je vous invite à avoir plus de renseignements en contactant directement le porteur du produit. Alors, le même fabricant, d'ailleurs, a demandé un avis concernant ces aspirateurs. Il y a les aspirateurs Change-Pack de la gamme Lapro. Ce sont des aspirateurs qui ont une particularité d'avoir des cartouches qui intègrent également le filtre très haute efficacité, le filtre de classe H. Donc, une fois que l'aspirateur est plein de poussière, il n'y a pas de système de sac, c'est intégralement la cartouche équipée de son filtre qui va être dirigée vers les filières déchets. Aujourd'hui, il y a plusieurs fabricants qui ont commercialisé un produit un peu similaire. Nous estimons que les cartouches constituent un meilleur gage de sécurité sur l'entretien des aspirateurs, le changement des contenants de poussière, puisque dans un aspirateur, finalement, c'est là que l'on va concentrer la poussière et donc la gestion à la fois du sac et à la fois du filtre THE est toujours problématique. Donc avec ce dispositif, ça offre une meilleure sécurité. Ensuite, un produit qui concerne plus le retrait des plaques, de la terre qui contient des morceaux de matériaux contenant l'amiante, typiquement du fibrociment qui est disséminé dans les anciens remblais. Alors là, c'est une société qui a conçu un produit d'emballage de la terre à l'intérieur de Big Bag avec un dispositif donc, qui facilite finalement la mise en sac des déchets. Voilà pour ce qui est de Sevalia et de ses avis. Encore une fois, aujourd'hui, on devrait avoir plusieurs avis qui seront communiqués certainement courant premier semestre 2021. Il y a notamment un logiciel de gestion du patrimoine qui a fait une demande d'avis et dont le dossier est en cours d'étude. Je vous propose maintenant de passer à l'aide Stop Amiante. Alors Stop Amiante, qu'est-ce que c'est? C'est une subvention prévention du réseau CARSAT, CRAMIF, CGSS. Elle est destinée aux entreprises, aux TPE, hein, dont l'effectif est inférieur à 50 personnes. Et l'objectif, c'est de leur faire acquérir du matériel qui leur permettra d'intervenir en sous-section 4. La cible, c'est clairement la sous-section 4. Alors, quels sont les matériels éligibles aujourd'hui? Eh bien, c'est des aspirateurs équipés d'un filtre très haute efficacité, mais dotés d'un système de changement de sac en sécurité. Alors, l'exemple que je vous citais dans l'avis Sevalia du change-pack typiquement répond à cette exigence de système de changement de sac en sécurité. Il n'y a pas que ce type d'aspirateur, mais enfin, ces aspirateurs peuvent rentrer dans le cadre de la subvention pour les entreprises qui en font la demande. Ensuite, vous avez le dispositif Cuber, hein, dont on évoquait tout à l'heure dans les avis Sevalia. Donc, encore une fois, c'est un dispositif qui peut être utilisé par les entreprises en sous-section 4 pour remédier à des niveaux d'empoussièrement, typiquement l'électricien qui vient mettre un appareil d'éclairage dans une réserve où le plafond est constitué d'enduits amiantés en plâtre, par exemple. Là, on peut avoir des forts taux d'empoussièrement et donc ce dispositif peut permettre de fournir de l'air respirable aux opérateurs appelés à travailler sur ce fameux plâtre amianté. Autre matériel éligible, les masques complets à adduction d'air ou à ventilation assistée, type TMP3. Alors là, vous avez un exemple de masque, hein, avec bien sûr son moteur d'alimentation qui
est associé avec son tuyau de raccordement. Donc c'est l'ensemble qui peut faire partie de la subvention Stop Amiante. Et le quatrième matériel qui est éventuellement subventionnable, c'est une unité mobile de décontamination. Alors, portée ou tractée, là, vous avez des précisions dans la brochure ED 6244 de l'INRS qui donne des caractéristiques techniques de ce qui est attendu comme matériel pouvant être subventionné. Donc, en matière de financement, on peut aller jusqu'à 40% de l'investissement. Donc, une entreprise peut faire le choix d'un aspirateur, de 2 masques, d'une UMD et d'un dispositif Cuber, hein, et la participation de la CARSAT CRAMIF CGSS pourra atteindre les 40% et elle est plafonnée à 25 000 €. Voilà, je pense que l'effort financier peut être intéressant pour les entreprises qui ont typiquement hein, les corps d'état secondaires qui interviennent dans le bâti. Et puis, bon, vous avez bien sûr des conditions, vous en doutez bien. Et donc là, vous avez sur le site amélie.fr les conditions générales d'attribution des subventions pour les TPE, également les conditions particulières pour la subvention Stop Amiante. Donc, en l'occurrence, il faut avoir au moins un salarié formé à la sous-section 4 par un organisme habilité par le réseau. Vous avez également accès à la liste des entreprises qui sont des organismes de formation qui sont habilités par le réseau. C'est une offre SS4, donc ça veut dire que les entreprises de SS3 que l'on considère bien entendu déjà équipées de ce type d'équipement ne peuvent pas bénéficier de la subvention. On a des fois des entreprises de SS3 qui nous en font de la demande, on est obligé de refuser leur demande, mais elles peuvent bénéficier par ailleurs, comme beaucoup d'entreprises, éventuellement de contrats de prévention pour s'équiper de matériel plus performant en matière de sécurité. Donc là, si vous allez sur le site amélie.fr, bon, c'est toujours laborieux quand on est sur Internet pour trouver la bonne page. Alors, soit vous aurez directement le lien sur Stop Amiante, soit vous faites la rubrique entreprise, santé au travail, aide financière, subvention, et vous finirez par trouver cette page. C'est la page dédiée à la subvention Stop Amiante. Donc, pour en faire la demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, bien sûr, aller sur le site amélie.fr, télécharger les conditions générales et spécifiques à Stop Amiante, télécharger, ça permettra hein, aux entreprises, bien entendu, de connaître toutes les conditions, de télécharger aussi le formulaire de réservation qui sera retourné à la CARSAT CRAMIF CGSS dont dépend l'entreprise, hein, donc il y en a une par région, et vous avez bien sûr la liste des adresses mail qui sont communiquées aussi sur le site amélie.fr. Là, vous retrouvez également sur ce site donc la liste indicative des fournisseurs. C'est une liste indicative, hein, vous pouvez très bien en identifier d'autres qui permettent de faire acquérir des équipements qui peuvent être éligibles, et puis la liste des organismes de formation habilités, comme je vous le disais. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation assez rapide à la fois de Cevalia et de la subvention Stop Amiante. Je vous propose de répondre à vos questions si vous en avez, ou éventuellement, Cécile, je te laisse reprendre la main. J'active mon micro, j'espère que ça va. Est-ce que tu peux couper ton micro, Marc, et puis le réactiver? Super, merci. Alors, on a des questions sur l'avis de la Cevalia. Notamment, donc, tu as présenté du coup plusieurs avis formulés. Est-ce que lorsque quelqu'un développe un produit pour les chantiers en amiante, est-ce qu'il faut forcément passer par l'avis de la Cevalia? Bien entendu que non, mais l'avis de la Cevalia, je vous disais que l'avantage de la Cevalia, c'est qu'on a mis autour de la table les représentants finalement des grandes entités qui interviennent dans le monde de l'amiante, que ce soit les administrations, les préventeurs et surtout les professionnels. Vous avez des représentants maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises. Et donc,
forcément, ces représentants ont des connaissances très pointues sur le sujet, et je vous dis que les avis, les discussions sont parfois très animées parce que chacun peut être amené à avoir une connaissance du produit, avoir des retours d'informations de la part de son réseau qui font que aujourd'hui, quand un avis est formulé, il peut être soumis au vote, il est savamment pesé. Donc il y a l'intérêt quand même pour les fabricants de produits, les fournisseurs, d'avoir un avis Sevalia qui pourra compléter les informations qu'ils pourront donner à leurs clients. Et de la même manière, du coup, un produit similaire, est-ce qu'un autre fournisseur qui développe un produit similaire à celui qui a eu un avis, a-t-il intérêt, du coup, à passer par la Sevalia? Eh bien, les avis sont propres à un produit. Donc, il peut y avoir des circonstances particulières d'utilisation d'un autre produit similaire qui a les mêmes caractéristiques. L'avis est propre au produit dont le porteur en a fait la demande. Clairement, on parlait des aspirateurs, par exemple. Les aspirateurs de la société Lapro ont été examinés dans le cadre de l'avis Sevalia, même s'il y a d'autres aspirateurs sur le marché du même type qui présentent des caractéristiques similaires. Un avis serait souhaitable. Alors, il sera peut-être plus simple pour la commission de se prononcer parce qu'on connaît déjà le type de produit, mais on ne peut pas se servir d'un avis Sevalia sur un produit pour dire que c'est valable sur l'ensemble des produits similaires. Allez, maintenant, du coup, dans l'aide financière Stop Amiante, tu indiquais, Marc, qu'il fallait passer par un organisme de formation habilité. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est pas une confusion avec les organismes de formation qui sont certifiés par Calliope? Il va y avoir la certification Calliope, effectivement, des organismes de formation SS4. Aujourd'hui, elle n'est pas d'actualité. Par contre, je crois que c'est pas avant janvier 2022. Mais là, je pense que les représentants de la Directe pourraient éventuellement confirmer. Aujourd'hui, on est sur le schéma des organismes habilités SS4. Pourquoi? Il y a une dizaine d'organismes habilités SS4 qui ont plusieurs plateformes au niveau national. Pourquoi? Pas parce qu'on s'était rendu compte, ça a été confirmé d'ailleurs par les opérations de contrôle qui ont été diligentées par certaines directes, que la formation SS4 méritait d'être surveillée de près, si j'ose dire ainsi, puisque vous aviez des organismes qui dispensaient des informations qui n'étaient pas forcément très utiles aux entreprises, en tout cas pas assez pertinentes pour gérer le risque amiante. Donc aujourd'hui, on est sur ce schéma-là. J'imagine qu'on verra peut-être notre copie concernant l'aide financière Stop Amiante avec le dispositif Calliope. Donc effectivement, il faut bien aller se faire former dans un organisme de formation habilité par le réseau CARSAT INRS pour bénéficier de la subvention. Et si on n'a pas et que faire si on a été formé par un autre organisme de formation qui n'est pas reconnu? Alors après, hélas, on ne pourra pas donner forcément suite à la demande de subvention. J'imagine que la CARSAT en question qui a reçu la demande de subvention va contacter l'entreprise pour en savoir peut-être un peu plus sur la formation qui a été dispensée, parce que l'organisme de formation habilité, quand on a donné l'habilitation, on s'est assuré que à la fois l'OF disposait d'une plateforme, mais également que le formateur avait des compétences certaines pour diffuser les messages de formation. Donc, il peut y avoir une discussion avec la CARSAT qui aboutira ou pas au refus de la demande de subvention. En termes de délai, donc les subventions ont une période précise, elles sont pas éternelles. Celle de Stop Amiante, du coup, je devais se terminer fin 2020. Est-ce qu'elle est bien renouvelée? Il y a eu une question, il était effectivement envisagé de stopper l'aide financière
profit d'autres, hein, mais elle a été reconduite, fort heureusement, et elle est reconduite jusqu'en septembre 2022. Donc, les entreprises peuvent faire leur demande jusqu'à cette période pour bénéficier des 4 types de matériel qui vous ont été présentés. Très bien. Merci Marc pour toutes ces réponses. Alors, il y a effectivement parfois d'autres questions, hein, ou même sur d'autres sujets. Donc, on les rassemblera pour faire ce fameux question-réponse qu'on déposera sur le site internet de la CARSAT Aquitaine, et on enverra le lien, hein, de ce question-réponse à tous les participants, également aux inscrits, hein, qui vont peut-être regarder ce replay en webinaire. Voilà, donc nous pouvons clore ce 3e webinaire, hein, qui entraîne également la fin donc, de ce 12e colloque amiante. Donc, merci beaucoup à tous les orateurs, hein, qui ont participé aux 3 séquences de ce colloque amiante. Merci également au service communication, hein, de la CARSAT Aquitaine qui nous a ouvert cet espace. Merci également du coup à Grégory qui a modéré le chat aujourd'hui. Nous espérons pouvoir un jour refaire un vrai colloque amiante à Bordeaux. Donc, nous espérons que le 13e colloque amiante sera en vrai et que vous serez également au rendez-vous. Voilà. Merci à tous pour votre participation.